Hello collègues radioprotectionnistes, bienvenue dans cet épisode du podcast Radioprotection dans sa version courte que j'aime bien appeler Radiopreneur Mindset. Je te propose de débriefer, parler d'une question, d'une anecdote que j'ai rencontrée lors de mes formations de personnes compétentes en radioprotection. Et puis aussi du fait que finalement on apprend toujours et ça c'est cool. Et après X sessions de formation réalisées ces derniers mois, j'apprends encore à chaque session et ça c'est vraiment cool et je te souhaite de vivre la même chose, apprendre encore et toujours. Bref, mais là n'est pas forcément le sujet. Il y a 20 ans, lorsque j'ai commencé mon premier poste de PCR, de personne compétente en radioprotection, on faisait des zonages assez simples, tout était en zone contrôlée verte et des classifications de personnel assez simples, tout le monde était en catégorie A. Voilà, donc comme ça c'était assez simple, zone contrôlée verte et tout le monde en catégorie A. Bon, depuis, ça a bien évolué, on a affiné le zonage, c'est rentré dans les pratiques, c'est rentré dans les mœurs et on est vraiment sur une approche graduée du risque. Il y a 2 semaines, j'ai formé 2 manips radio qui vont être nommés conseillers en radioprotection, CRP, pour leur centre d'imagerie. Et j'étais agréablement surprise parce qu'elles sont arrivées avec leur zonage, on a travaillé sur leur zonage et le zonage, la délimitation des zones en fait, plutôt on va dire, si on veut coller au texte, la délimitation des zones était particulièrement bien faite. Donc zone contrôlée jaune, zone contrôlée verte, zone surveillée et zone non délimitée. C'était super bien fait, très documenté et très clair. Par contre, j'ai remarqué que tout leur personnel était classé catégorie B. Et quand je dis tout le personnel, c'est-à-dire tous les salariés du cabinet d'imagerie et même les personnes, notamment au niveau du secrétariat et de l'accueil des patients, qui ne rentrent jamais dans les salles de radio. Pourquoi ? Je leur ai demandé pourquoi les personnes sont classées en catégorie B. Et la réponse, on ne sait jamais. Et typiquement, c'est une réponse qui est souvent faite, on ne sait jamais. Donc, je classe et je fais rentrer la personne dans le régime renforcé de radioprotection. On ne sait jamais. Or, je trouve que quand on est dans cette démarche, on est assez loin finalement de l'approche graduée de la gestion du risque en lien avec le rayonnement ionisant. Et je trouve que c'est dommage de s'en priver. Parce qu'on peut effectivement se dire on ne sait jamais, on peut garder cette intention de on ne sait jamais, mais quand même rentrer dans une gestion raisonnée et raisonnable du risque lié au rayonnement ionisant. Alors cette expression raisonnée et raisonnable, ce n'est pas la mienne, je l'ai piquée d'une ancienne collègue de travail que je ne citerai pas là, mais je suis sûre qu'elle m'écoute et je suis sûre qu'elle se reconnaîtra, mais que j'aime beaucoup. La radioprotection raisonnée et raisonnable, oui, c'est possible. Alors, tu te rappelles qu'en 2018, il y a eu un changement de texte. Il y a eu nos 2 fameux décrets Code du travail, Code de la santé publique 438, 37 et 434 qui sont parus et qui ont induit un vrai changement de mindset dans la radioprotection. On est passé d'un objectif un objectif de moyens, on est passé à un objectif de résultat. C'est-à-dire qu'on ne va plus forcément te dire, là, ça c'est une zone verte, ça cette personne est classée catégorie A, etc. Tu lui fais porter ça. Non. En fait, on est maintenant passé sur un objectif de résultat. Il faut que l'employeur et le responsable de l'activité nucléaire mettent en place une radioprotection, un système, un management, je dirais même peut-être de la radioprotection, qui fait que l'ensemble des personnes, on prévient le risque rayonnement ionisant pour les travailleurs, les salariés, les personnels, bref, tout le monde. On est sur un objectif de résultats et on n'est plus sur un objectif de moyens. Et je trouve que c'est dommage de rester sur un objectif de moyens. Quand ma manip là, que j'ai en formation, mes 2 manips me disent on ne sait jamais, on met tout le monde en catégorie B, comme ça, dosimètre, etc. On est là finalement encore dans cet objectif, dans ce mindset d'objectif de moyens. Mon objectif, c'est de lui donner un dosimètre pour qu'elle se surveille. On rembobine, on revient au texte de 2018. Qu'est-ce que le texte de 2018 nous permet maintenant ? L'employeur identifie les risques. Il voit qu'il y a un générateur. Ok, donc je vais faire une évaluation du risque autour du générateur. Il identifie qu'il faut faire des mesurages, il fait des mesurages, je dis on, tu sais bien pourquoi, mais bon, bref, l'employeur délimite des zones autour
de ce générateur. Il va faire des délimitations des zones en dehors de la salle, et notamment pour s'assurer qu'en dehors de la salle du générateur, on est bien en zone non délimitée. Et il va faire une évaluation individuelle de l'exposition des travailleurs qui pénètrent dans les zones délimitées. Si tu me dis, alors, je vais rester sur du genre neutre. La personne affectée au secrétariat n'entre jamais dans une zone délimitée, n'entre jamais en salle d'examen lorsque il y a un zonage. Et ben dans ce cas-là, pourquoi pourquoi faire une évaluation individuelle de son exposition ? Tu n'as pas besoin. La réglementation nous indique bien que l'évaluation individuelle de l'exposition d'un travailleur n'est obligatoire que quand la personne est amenée à entrer dans une zone délimitée. Si tu es sûr que cette personne ne rentre jamais en zone délimitée, pas besoin de faire son évaluation individuelle, tu t'arrêtes là, tu ne vas même pas jusqu'à te poser la question, est-ce que cette personne est classée ? Elle ne sera pas classée. Alors, on ne sait jamais, va me répondre ma manip, forcément, c'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est là où l'obligation de résultat intervient plutôt que sur l'obligation de moyens. L'employeur a une obligation de s'assurer que cette personne est bien non classée tout au long de son travail chez cet employeur. Et quel est le moyen pour s'assurer qu'une personne non classée reste en dessous de la limite des 1 millisievert par an sur les 12 derniers mois ? Eh bien, il s'agit de la surveillance radiologique. Et donc, c'est un dosimètre que tu peux donner à la personne pour s'assurer que cette personne va bien rester en dessous des 1 millisievert. Mais cette personne est non classée, elle ne rentre pas dans le dispositif renforcé de la radioprotection, elle n'a pas de surveillance, de suivi dosimétrique individuel, de SDI, elle n'a pas de formation tous les trimestres, tous les 3 ans, elle n'a pas de visite médicale, elle n'a pas de suivi médical tous les 2 ans, etc., etc. Donc tu vois, cette personne va rester dans un système qui est bien plus allégé et ceci dit, au cas où, on s'assure quand même qu'elle reste bien en dessous des 1 millisievert. Voilà. Est-ce que toi, dans ton entreprise, tu serais prêt à conseiller de déclasser ? Alors maintenant, avant, j'aimais pas ce terme, mais maintenant, je l'assume. Allez, on y va. Est-ce que tu serais prêt, toi, dans ton entreprise, à conseiller de déclasser des personnes qui, finalement, n'entrent pas dans des zones délimitées, mais pour des raisons historiques, on a eu l'habitude de classer, mais tu estimes qu'il n'y a pas de raison de les classer. Est-ce que tu oserais faire ce conseil à ton employeur ? Voilà, écoute, je serais ravie d'avoir ton retour et de ce que tu penses, de ton avis, ce que tu penses sur ce point-là. Et puis, si tu as envie d'avoir d'autres histoires, d'autres anecdotes de ma vie de formatrice, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma newsletter hebdo tous les mardis matins. Tu auras tous les liens dans les notes de cet épisode. Voilà, je te souhaite une belle semaine et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.